Donc bonjour, bonsoir pour cette deuxième séance du séminaire Apprendre la Palestine avec aujourd'hui comme thème la Palestine dans les médias français et pour laquelle on a le plaisir d'accueillir Alain Grèche pour intervenir sur le sujet. Alain Grèche, journaliste, ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique et fondateur du site d'information en ligne Orient 21. Un site de référence où interviennent de nombreux journalistes, chercheurs sur le Proche-Orient, et également auteur de plusieurs livres, dont ceux sur le sujet sur lequel on va revenir. Juste un mot sur le séminaire pour compléter ce que disait Karima. Donc effectivement, c'est la deuxième séance. Je vois parmi vous des gens qui étaient déjà là sur la première. C'est vrai qu'on a cette volonté un peu d'assiduité au sein du séminaire. Le but, c'est vraiment qu'ensemble, on développe une réflexion et une connaissance. Via l'entremise des différentes interventions qui vont éclairer à chaque fois la Palestine et différentes problématiques sous des angles différents. Et c'est un peu dans cette idée de se nourrir de ces sujets, créer une réflexion ensemble et aller encore plus loin. C'est dans cette idée, par exemple, qu'on avait fait parvenir en avance des textes d'Alain sur ce sujet. J'imagine que vous êtes plus ou moins tous sur la page Facebook du séminaire, Apprendre la Palestine. On les avait diffusés sur l'événement. Si vous ne l'êtes pas, il faut suivre Apprendre la Palestine pour être au fait des événements. Et donc l'idée de diffuser un peu comme ça des éléments en avance, c'est de se familiariser avec le sujet pour arriver et avec l'intervenant, avec le spécialiste qui est là, pouvoir aller encore plus loin au sein de la séance de discussion. Donc pour ce qui est, si on en revient à notre thème d'aujourd'hui, la Palestine dans les médias français, il nous a semblé intéressant de lui donner un cadrage historique. Et pour ça, Alain va surtout prendre comme date pivot 1967, qui est la date à partir de laquelle le conflit en Palestine devient omniprésent dans les médias français. Alors avec des degrés d'intensité toujours différentes, mais on peut dire que d'un problème de politique internationale, on arrive réellement à un problème de politique française, un problème en France, si bien que par exemple on parle très souvent d'importation du conflit en France pour la dénoncer, mais pour aussi marquer effectivement que c'est quelque chose qui est bien là. Et donc, grâce à l'exposé d'Alain, on va pouvoir donner un peu de profondeur historique à ce qu'on perçoit aujourd'hui dans les médias français, s'interroger sur, d'une part, l'évolution, parce que ça n'a pas toujours été comme aujourd'hui, évidemment, donc l'évolution et quelles sont les forces qui ont fait que la couverture médiatique française de la Palestine a évolué au fil du temps. On pourra aussi s'interroger sur la résonance que peut avoir cette couverture médiatique avec d'autres problématiques sociales en France. Je pense que je peux te laisser la parole là-dessus. Bien. Merci d'abord pour l'invitation. Donc je vais essayer d'aborder ce thème qui est quand même très vaste. Je voudrais faire une remarque préliminaire que je fais chaque fois que j'interviens sur les médias à la Palestine. C'est que la critique qu'on peut faire des médias ne se limite pas à la Palestine. C'est-à-dire souvent les gens qui sont impliqués dans la solidarité avec la Palestine mettent en lumière les manques, etc. et pensent que c'est quelque chose qui est particulièrement dirigé contre les Palestiniens, ce qui est en partie vrai, mais ce n'est pas le tout. Et que, je veux dire, on ne peut pas parler des médias en général sans étudier qu'est-ce que sont les médias, comment ils fonctionnent, et le fait que depuis 50 ans, ça a évolué considérablement. Je vais parler un peu de 67. En 67, les médias, c'est la presse écrite. La radio, la télévision jouent un rôle très faible. François vend 1 million d'exemplaires, c'est là que se forge l'opinion. Aujourd'hui, la presse, les médias, c'est beaucoup plus les chaînes d'information en continu, mais c'est aussi Internet qui sont en partie un contre-pouvoir. Bon, je ne rentre pas dans le développement de ça, mais c'est important d'avoir conscience de ça. J'ai pris 67 comme point de référence pour beaucoup de raisons. Un qui est personnel, c'est que moi je vais vivre le conflit israélo-arabe comme un jeune adolescent en 67 et il va me marquer. Bon, aussi parce que je suis né en Égypte et que j'ai une certaine connaissance, mais pour moi ça va être vraiment
quelque chose d'important dans ma formation et dans ma vision de la situation, mais c'est aussi parce que, comme tu disais, le 67, le conflit devient un conflit intérieur français. C'est-à-dire, avant 67, il y a bien sûr l'épisode de Suez en 56 ou bien 48-49, la création de l'État d'Israël, mais c'est quand même relativement marginal, tandis que là, à partir de 67, de manière permanente, le conflit, d'abord, c'est pas palestinien, je veux dire, on dit à l'époque israélo-arabe, va faire la une de l'actualité. Il y a la guerre de 67, la guerre de 73, la guerre de 82, les intifadas, etc., etc. Ce qui est intéressant quand on parle des médias et de la guerre, c'est effectivement, en 67, on a une conjoncture assez étonnante. On a un chef de l'État, qui est le général de Gaulle, qui prend position contre la guerre menée par Israël. C'est un grand admirateur d'Israël, hein, je veux dire, il ne faut pas non plus le voir comme ce qu'il n'est pas. C'est un grand admirateur de toute l'épopée sioniste, de la création de l'État d'Israël. Il a une relation spéciale avec David Ben Gourion, etc. Mais il pense qu'il ne faut pas commencer la guerre. Et il a dit d'ailleurs aux Arabes comme aux Israéliens, celui qui commencera la guerre, je le dénoncerai. Donc on a cette situation où De Gaulle condamne l'agression israélienne, et où l'ensemble du spectre politique et médiatique, à l'exception du Parti communiste, qui à l'époque, je le rappelle, est un parti communiste relativement puissant, puisqu'il fait 20-25% des voix, mais enfin à l'exception du Parti communiste, et de tout petits groupes comme Témoignages chrétiens, ou de petits groupes de gaullistes de gauche, etc., va être contre De Gaulle. Alors, la télévision est aux mains du pouvoir, mais comme je dis, à l'époque, la télévision, ce n'est pas elle qui fait l'information. C'est vraiment les journaux quotidiens, et il y a un déferlement anti-arabe qu'on a aujourd'hui réellement du mal à imaginer. J'ai mis dans le bouquin un certain nombre de citations sur les Arabes drogués au hashish qui s'apprêtent à submerger Israël, etc., etc. Alors il faut se rappeler, c'est-à-dire, en partie, le conflit israélo-arabe est vu par une partie de la droite française comme la suite de la guerre d'Algérie, ou plutôt la revanche sur la guerre d'Algérie. Et un journal comme l'Aurore, qui est un journal vraiment, pas fasciste, mais un journal de la droite extrême, et un journal qui soutient Israël de manière très, très importante, et qui est profondément anti-gaulliste. Mais le reste de la presse aussi est très, très critique de l'État d'Israël, et très favorable très critique de Gaulle et très favorable à l'État d'Israël. Et il y a un climat qui est, enfin bon, j'ai dit, moi ça m'a marqué comme jeune adolescent parce que j'étais, comment dire, effondré par ces campagnes anti-arabes. Il y a un climat, je dirais, de guerre, alors qui est avivé en partie par le fait que la propagande va réussir à faire croire qu'Israël est vraiment menacé, qu'il y a un danger de nouveaux génocides, etc. Et donc, on est dans cette situation de tension énorme, avec en plus à l'époque une hostilité très forte à l'égard de Nasser, qui est le leader égyptien, qui est le leader du nationalisme arabe, qu'aujourd'hui on présente dans les médias comme une espèce d'icône, parce que il est en opposition aux islamistes, mais à l'époque, c'était pas du tout le cas. Et une des choses qui m'avait frappé à l'époque, et que j'ai retrouvé d'ailleurs en faisant ce chose, c'est cette une de François, qui est la une qui paraît au matin du 5 juin 67, c'est « Les Égyptiens attaquent Israël ». Alors à l'époque, vous savez, François a 10 éditions par jour. Et ça, c'est la première édition, et la deuxième édition, ils vont l'enlever. Et ce n'est pas un mensonge délibéré, c'est simplement une dépêche qui arrive de Tel Aviv et qui dit ça. Et qu'à l'époque, ce que dit Tel Aviv, c'est la vérité, et ce que disent les Arabes, c'est des mensonges. Donc il y a cet élément. Dans ce soutien médiatique, comme j'ai dit, il y a un aspect qui est la partie de la droite qui n'a pas supporté la défaite l'indépendance de l'Algérie. Et puis il y a une solidarité avec Israël. Et là, je vais donner un exemple qui nous permet de comprendre un peu, y compris aujourd'hui, quels sont les problèmes de l'opinion française avec la question de Palestine. C'est celui de l'État juif. C'est-à-dire,
quand se crée Israël en 47, enfin après le plan de partage 47-48, il y a unanimité en France, y compris le Parti communiste, de soutien à Israël, qui est dû à des facteurs très différents. Pour les communistes, c'est en fait la position prise par l'Union soviétique favorable au partage, et à l'époque, c'est l'Union soviétique qui décide pour les mouvements communistes. Pour beaucoup, il y a la solidarité avec les Juifs qui ont été exterminés, et donc Israël apparaît comme le refuge des Juifs exterminés. Donc c'est le fameux épisode de l'Exodus, de ce bateau qui part de Sète et qui transporte 4 ou 5 000 réfugiés juifs et qui est repoussé par les Britanniques, et ça fait vraiment une grande histoire. Il y a une sympathie spontanée. Et il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre il y a une invisibilité des Palestiniens. Mais qui est l'invisibilité du colonisé, ce n'est pas les Palestiniens. C'est que, j'ai fait un article sur la déclaration Balfour et la manière dont la presse française rend compte de ce qui se passe en Palestine dans les années 20. Ce qui est frappant, c'est qu'on ne voit pas les Arabes. Mais vraiment, c'est-à-dire, c'est pas, enfin, je veux dire, comment dire, il n'y a pas de, enfin, comme j'allais dire, il n'y a pas de mauvaise intention, c'est pas la question, mais on ne les voit pas. Pour aussi une raison simple, c'est que les gens avec qui on peut parler, parce qu'on parle la même langue, parce qu'on partage la même culture, etc., c'est les immigrés juifs. Parce que d'abord, ils parlent toutes les langues, donc n'importe quel journaliste qui vient d'un pays européen va trouver des interlocuteurs. Et alors que pour les Arabes, il faut parler l'arabe, il faut aller les voir. C'est une société qui est très différente, qui est en particulier une société plutôt agraire, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose aussi de très important. Il y a peu de gens, c'est-à-dire l'expulsion des Palestiniens, elle sera au sens propre invisible. Personne n'en parle à l'époque, sauf les Arabes. Mais vous ne trouvez aucune allusion au fait qu'ils ont été expulsés. Et ça m'amène justement à une des choses qui me semblent importantes dans la manière dont les médias, les intellectuels vont se rendre compte, perçoivent le conflit en 67, c'est la position de Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir sont deux intellectuels vraiment anticolonialistes, qui ont eu des positions ultra courageuses pendant la guerre d'Algérie, et vraiment, des fois, très minoritaires, y compris leur vie a été mise en danger. On ne peut pas les soupçonner d'être des colonialistes. Et eux, ils vont, Sartre et Simone de Beauvoir, et après Simone de Beauvoir, va s'engager encore plus du côté d'Israël, vont être tout à fait favorables à Israël. Après, il y a eu une période, je ne veux pas rentrer dessus, où Sartre va à un moment où il flirte avec la gauche prolétarienne et les groupes maoïstes se rapprocher des Palestiniens. Mais ce qui est intéressant, c'est il y a à ce moment-là, et c'est en juin 67, un numéro des Temps modernes, qui est la revue de Sartre et de Beauvoir, qui est consacré au conflit israélo-arabe, et dans lequel Sartre écrit une préface, et qui est intéressante parce qu'elle indique, encore une fois, le point aveugle. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est réellement un point aveugle. Il dit, voilà, nous sommes allergiques à tout ce qui pourrait, de près ou de loin, ressembler à de l'antisémitisme. Mais nos amis arabes répondent qu'ils ne sont pas antisémites, mais anti-israéliens. Mais pour nous, peuvent-ils empêcher que ces Israéliens soient aussi des Juifs? Et je dirais, il faut bien comprendre, c'est-à-dire, c'est pas c'est facile de le critiquer aujourd'hui, etc. Il faut se remettre dans le contexte de ce que ça a représenté pour l'histoire européenne, la question juive, etc. Et ce qui est aussi frappant, c'est que quand même ce numéro des Temps modernes comporte un article majeur qui est écrit par un intellectuel d'origine juive orientaliste qui est Maxime Robinson, qui s'appelle « Israël, fait colonial », où, avec un point d'interrogation, je soupçonne que le point d'interrogation a été rajouté par Sartre, mais bon, je n'ai pas de preuves, et où il démontre quelque chose qui est une évidence, c'est-à-dire que le mouvement sioniste s'inscrit dans le mouvement de colonisation qui, à la fin du 19e et au début du 20e siècle,
est présent dans toute l'Europe, et le sionisme s'en réclame. Je veux dire, à l'époque, c'est pas honteux d'être colonialiste, au contraire, c'est l'idée, on va apporter la civilisation, etc., etc. Et c'est étonnant que, malgré ce texte, quand même que Sartre a publié, cette invisibilité va demeurer. C'est-à-dire cette invisibilité d'une partie de la gauche française, y compris de la gauche radicale, à l'égard de la question palestinienne. Et aujourd'hui, une des difficultés, je pense, dans la solidarité avec la Palestine, c'est effectivement d'arriver à rappeler cette histoire du sionisme comme une partie du mouvement colonial. Après, quelle solution il faut trouver sur place je veux dire, il y a sur le territoire historique de la Palestine, qu'est-ce qu'on fait des Juifs israéliens? Est-ce que le fait d'être des colons, bon, et après, enfin, on peut discuter tout à fait, parce que en plus, politiquement, il y a la question des rapports de force, mais l'idée que c'est une partie du mouvement de colonisation, ça, c'est une idée qui est invisible. Et ce qui est intéressant, si je peux dire, c'est que au fur et à mesure que, à partir de 67, il va y avoir un changement dans l'opinion française, cette question ne sera jamais abordée du caractère colonial du mouvement sioniste. Bien sûr, on va parler de la colonisation, on va parler de la situation des Arabes, enfin des Palestiniens d'Israël, etc. Mais ce n'est pas quelque chose qui est très visible, parce que à partir de 67, au fur et à mesure que le conflit israélo-arabe se développe, qu'il y a la guerre de 73, etc., la vision de la solution du conflit va être la vision d'une solution de partage. C'est-à-dire de revenir au partage de la Palestine dans d'autres conditions. Et les forces qui soutiennent la Palestine, ou qui soutiennent les Palestiniens, alors, elles sont plus ou moins divisées. Il y a deux grands courants. Il y a le courant qui est lié au PC, qui est pour le partage, et qui est pour, au départ, le retrait d'Israël de tous les territoires occupés, et ensuite la création d'un État palestinien sur les territoires occupés. Et il y a un certain nombre de petits groupes liés à l'extrême gauche, surtout maoïstes, qui vont être sur l'idée de la lutte armée, de la libération de toute la Palestine, etc., qui sont en liaison d'ailleurs avec une partie de l'aile gauche du Fatah. Mais petit à petit, avec la perte d'influence de l'extrême gauche, c'est plutôt l'idée qui devient dominante dans les années 70-80, c'est l'idée d'une solution politique fondée sur le retrait israélien des territoires occupés. Et pendant cette période, si vous voulez, qui va en gros de 1967 aux accords d'Oslo, ce que vous allez avoir petit à petit va s'imposer comme idée essentielle, c'est que il faut une solution qui soit fondée sur un partage et sur la création d'un État palestinien à côté de l'État d'Israël. Ça, c'est vraiment la ligne générale. Et alors, c'est une ligne où il va y avoir une espèce de symbiose entre la position officielle française, qui a évolué selon les présidents, mais qui est restée plus ou moins la même, et ce mouvement de solidarité. C'est-à-dire l'affirmation qu'il ne peut pas y avoir de solution sans négociation avec l'OLP. Ça, c'est la position que prend Valéry Giscard d'Estaing en 1980, qu'il impose aux Européens. Et la nécessité du droit à l'autodétermination des Palestiniens et ensuite du droit des Palestiniens à un État. Donc jusqu'en 2003, ça va être quand même l'essentiel de la vision de la solution au conflit palestinien, d'autant plus que c'est la position de l'Organisation de libération de la Palestine. Et que donc, d'une certaine manière, c'est compliqué d'aller, enfin, surtout quand on est en France, d'aller expliquer que non, on ne défend pas la position de l'OLP, mais qu'il faut aller vers d'autres solutions. Et alors, ce qui est important aussi de voir, c'est que dans toute cette période, il va y avoir un changement des médias à l'égard de la question, y compris à l'égard des Palestiniens, pas seulement de la solution du conflit israélo-arabe, mais à l'égard des Palestiniens. Il va y avoir une détérioration de l'image de marque d'Israël, qui est due d'abord à ce qui se passe sur le terrain. Si vous voulez, les deux moments clés, c'est dans les années 80, c'est l'invasion israélienne du Liban, qui marque vraiment un tournant important.
moi, je l'explique à propos des journalistes de la manière suivante, qui est un peu simpliste, mais qui n'est pas tout à fait simpliste. Les journalistes français, ils sont à Beyrouth. Ils sont à Beyrouth sous les bombes israéliennes. Et franchement, il faut vraiment un esprit assez tordu pour être solidaire des gens qui balancent les bombes. Je veux dire, ça a l'air simpliste, mais ça joue un rôle. Ce n'est pas l'essentiel, mais ça joue un rôle. Et le deuxième, c'est l'intifada, avec la révolte des pierres, etc., qui installe petit à petit le fait palestinien et qui se crée une espèce de consensus politique en France qui touche la droite comme la gauche, à l'exception vraiment de très petites fractions, sur l'idée que l'OLP est un interlocuteur valable, qu'il faut inviter Arafat à Paris, qu'il faut négocier avec lui, etc. Et dans cette période, disons, même si, les médias, encore une fois, il n'y a pas une chose qui s'appelle les médias français, il y a des positions très différentes, la critique à l'égard d'Israël est quand même une critique relativement forte, notamment à l'égard de ce qui se passe dans les territoires occupés. Et puis, il va se passer les accords d'Oslo. Les accords d'Oslo vont... d'abord, c'est une espèce de divine surprise. C'est-à-dire, il faut comprendre, aujourd'hui on le sait, mais je veux dire, c'est un conflit qui dure depuis des dizaines d'années. On pense qu'il est insoluble, etc. Brusquement, apparaît une solution qui, pour beaucoup, est la voie à une solution durable une solution durable du conflit. Et à partir de ce moment, et c'est très important de le noter, la lecture du conflit va être, il y a deux interlocuteurs, les Israéliens et les Palestiniens, où il y a deux peuples avec leurs interlocuteurs, et il y a des extrémistes des deux bords qui veulent faire échouer les accords d'Oslo. Ça, c'est le récit dominant, disons, à partir de 1993 jusque dans les années 2000. Et puis, il y a un autre élément qui va se rajouter dans la vision du conflit, c'est à la fois la fin de la guerre froide et le début de la guerre contre le terrorisme. C'est-à-dire, même petit à petit, de manière compliquée, le conflit israélo-palestinien va être lu à travers la grille de lecture de la guerre contre le terrorisme. Et le discours israélien qui est un discours qui date de bien avant 2001, qui est « nous luttons contre le terrorisme, c'est le terrorisme de l'OLP, etc., va petit à petit avoir auprès d'une partie de l'opinion, auprès d'une partie des médias, et auprès d'une partie du gouvernement, une plus grande crédibilité. Et c'est notamment, c'est aussi dû en partie à la montée en puissance du Hamas comme une aile importante du mouvement de libération de la Palestine. Mais ça va, à partir de ce moment, impacter énormément le conflit. Et à partir de là, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, comme j'ai dit, globalement, la situation en Palestine est vue comme la lutte entre deux peuples égaux, donc avec une espèce de mise à l'écart du fait que même au meilleur moment des accords d'Oslo, il y avait quand même un occupant et un occupé, un colonisateur et des colonisés. Ça, c'est quelque chose qui est invisible. Et alors, il y a d'autres éléments qui vont rentrer en ligne de compte dans les analyses. C'est donc, d'un côté, cette équivalence entre deux acteurs qui ne sont pas égaux. Ensuite, c'est la guerre contre le terrorisme. Et ensuite, il y a aussi le fait que, c'est une chose qu'il faudrait développer, mais on est face à une pression de plus en plus grande et de plus en plus organisée de l'État d'Israël sur les opinions publiques. C'est-à-dire vraiment une organisation qui est très pensée, très structurée, de pression permanente, avec sans arrêt le chantage à l'antisémitisme. Et ça, c'est évidemment un élément important. Alors, il y a eu déjà des choses faites. Par exemple, Al Jazeera a fait un excellent documentaire sur le lobby pro-israélien
en Grande-Bretagne, il n'y a rien d'équivalent en France, mais on voit bien qu'il y a quelque chose d'équivalent en France qui est une pression. Là, j'ai reçu récemment un message d'un gars qui a fait un documentaire sur Israël qui devait passer sur la chaîne Histoire. Il a été sous pression israélienne, il a été décommandé. Donc il y a aussi quelque chose d'extrêmement bien organisé qu'il faudrait... Bon, on pourra rediscuter de l'idée de lobby. Moi, je n'aime pas tellement le terme en France parce qu'il ne s'applique pas comme ça, mais on peut en discuter. Mais il y a cette pression importante et ce chantage à l'antisémitisme, avec aussi, mais là, c'est là où on se rend compte de la relation avec la situation intérieure française, c'est la question des musulmans en France. C'est-à-dire, bon, tout l'appel sur l'antisémitisme musulman, c'est aussi une partie je veux dire, ça pèse sur la compréhension ou l'analyse du problème palestinien. Alors, je pourrais terminer, je ne sais pas, c'est bon là? Ouais, c'est Oui, bien. je vais terminer simplement sur la couverture de ce qui s'est passé à Gaza, parce qu'effectivement, c'est quand même, ça indique un niveau aujourd'hui d'évolution, je dirais, des grands médias, en tous les cas, des chaînes de télévision en direct, qui est quand même problématique. C'est-à-dire le fait que ce qui a, en termes purs et simples, un massacre, a été présenté dans les médias comme un affrontement, comme des clashs, comme des je ne sais pas quoi, etc. etc. Et qu'effectivement, ça pèse. Alors, je sais, enfin, c'est dire, si vous voulez, si vous regardez au cours de l'histoire, ce que font les médias, c'est que ce que font les médias n'est jamais étranger de ce qui se passe dans l'opinion publique. C'est pas que les médias sont quelque part et l'opinion publique est quelque part. Ça dépend des combats politiques. Et s'il y a eu des changements dans les années 80, c'est à la fois la situation sur le terrain, c'est la montée de la légitimité de l'OLP, mais c'est aussi les luttes de solidarité avec les Palestiniens qui ont eu lieu en France. Ce qui aujourd'hui rend plus difficile le combat contre cette vision des médias, c'est effectivement la crise palestinienne. C'est la crise de la direction politique palestinienne, la division entre le Hamas et le Fatah, et le fait aussi, c'est-à-dire qui rend aussi compliqué, y compris pour les journalistes sur la manière d'analyser, le fait qu'il n'y a aucune solution à échéance. Le partage sous une forme ou une autre, tel que Oslo l'avait imaginé, apparaît de plus en plus difficile. Même si on est pour l'idée d'un État unique, ça apparaît quand même comme une perspective qui n'est pas pour demain. Et donc là aussi, ça crée une situation très inconfortable pour le mouvement de solidarité avec les Palestiniens. Mais je terminerai sur quelque chose de plus général sur les médias, c'est que rien n'est figé dans les médias, c'est-à-dire ça dépend des gens, ça dépend de vous, ça dépend de... Je raconte toujours une anecdote à propos au moment de la première intifada, le Nouvel Observateur avait pris des positions plutôt, assez courageuses de soutien aux Palestiniens. Ils ont eu en 15 jours ou un mois 3000 désabonnements. Je veux dire, de temps en temps, je dis à mes amis pro-palestiniens, qu'est-ce que vous faites vous? C'est-à-dire, il y a aussi parfois chez nous l'idée que, de toute façon, on n'y peut rien, les médias, ils sont contre nous, on n'a pas de moyens de pression sur eux, c'est trop loin, etc., etc. Je pense que c'est quelque chose de faux, c'est-à-dire, il n'y a pas, évidemment, on ne va pas changer du jour au lendemain l'attitude des médias, mais c'est aussi l'enjeu d'un combat politique. C'est un combat politique qu'il faut mener, qui est compliqué à mener. Comme j'ai dit, ce n'est pas seulement sur la Palestine, parce que l'enjeu des médias, c'est un enjeu démocratique, mais je crois que c'est important de savoir qu'on peut le mener, qu'on a des outils, et en plus, comme je l'ai dit, Internet nous a donné quand même des outils importants pour le mener. Voilà. Merci.